Ce fut à 13 ans, je crois, que j'eus pour la première fois le pressentiment de ma vocation. J'étais alors élève de 4e au lycée de Nice, et ma mère avait, à l'hôtel Negresco, une de ces vitrines de couloir où elle exposait les articles que les magasins de luxe lui concédaient. Chaque écharpe, chaque ceinture ou chemisette vendue lui rapportait 10% de commission. Parfois, elle pratiquait une petite hausse illicite des prix et mettait la différence dans sa poche. Toute la journée, elle guettait les clients éventuels, fumant nerveusement d'innombrables gauloises, car notre pain quotidien dépendait alors entièrement de ce commerce incertain. Depuis 13 ans déjà, seule, sans mari, sans amant, elle luttait ainsi courageusement afin de gagner chaque mois ce qu'il nous fallait pour vivre, pour payer le beurre, les souliers, le loyer, les vêtements, le beefsteak de midi. Ce beefsteak qu'elle plaçait chaque jour devant moi dans l'assiette un peu solennellement, comme le signe même de sa victoire sur l'adversité. Je revenais du lycée et m'attablais devant le plat. Ma mère, debout, me regardait manger avec cet air apaisé des chiennes qui allaitent leurs petits. Elle refusait d'y toucher et m'assurait qu'elle n'aimait que les légumes et que la viande, et les graisses lui étaient strictement défendues. Un jour, quittant la table, j'allais à la cuisine boire un verre d'eau. Ma mère était assise sur un tabouret. Elle tenait sur ses genoux la poêle à frire où mon beefsteak avait été cuit. Elle en essuyait soigneusement le fond graisseux avec des morceaux de pain qu'elle mangeait ensuite avidement, et malgré son geste rapide pour dissimuler la poêle sous la serviette, je sus soudain, dans un éclair, toute la vérité sur les motifs réels de son régime végétarien. Je demeurai là un moment, immobile, pétrifié, regardant avec horreur la poêle mal cachée sous la serviette et le sourire inquiet, coupable de ma mère. Puis j'éclatai en sanglots et m'enfuis. Au bout de l'avenue Shakespeare où nous habitions alors, il y avait un remblai presque vertical qui dominait le chemin de fer, et c'est là que je courus me cacher. L'idée de me jeter sous un train et de me dérober ainsi à ma honte et à mon impuissance me passa par la tête, mais presque aussitôt une farouche résolution de redresser le monde et de le déposer un jour aux pieds de ma mère, heureux, juste, digne d'elle, me mordit au cœur d'une brûlure dont mon sang charria le feu jusqu'à la fin. Le visage enfoui dans mes bras, je me laissai aller à ma peine, mais les larmes qui me furent souvent si clémentes ne m'apportèrent cette fois aucune consolation. Un intolérable sentiment de privation, de dévirilisation, presque d'infirmité, s'empara de moi. Au fur et à mesure que je grandissais, ma frustration d'enfant et ma confuse aspiration, loin de s'estomper, grandissaient avec moi et se transformaient peu à peu en un besoin que ni femme ni art ne devaient plus jamais suffire à apaiser. J'étais en train de pleurer dans l'herbe lorsque je vis ma mère apparaître en haut du talus. Je ne sais comment elle avait découvert l'endroit, personne n'y venait jamais. Je la vis se baisser pour passer sous les fils de fer, puis descendre vers moi, ses cheveux gris pleins de lumière et de ciel. Elle vint s'asseoir à côté de moi, son éternelle gauloise à la main. « Ne pleure pas. Laisse-moi. Ne pleure pas. Je te demande pardon. Tu es un homme maintenant. Je t'ai fait de la peine. Laisse-moi, je te dis. » Un train passa sur la voie. Il me parut soudain que c'était mon chagrin qui faisait tout ce fracas. Je ne recommencerai plus. Je me calmai un peu. Nous étions assis sur le remblai tous les deux, les bras sur les genoux, regardant de l'autre côté. Il y avait une chèvre attachée à un arbre, un mimosa. Le mimosa était en fleurs. Le ciel était très bleu. Et le soleil faisait de son mieux. Je pensais soudain que le monde donnait bien le change. C'est ma première pensée d'adulte dont je me souvienne. Ma mère me tendit le paquet de gauloises. « Tu veux une cigarette ?»« Non. » Elle essayait de me traiter en homme. Peut-être était-elle pressée.
Elle avait déjà 51 ans, un âge difficile lorsqu'on n'a qu'un enfant pour tout soutien dans la vie. Tu as écrit aujourd'hui? Depuis plus d'un an, j'écrivais. J'avais déjà noirci de mes poèmes plusieurs cahiers d'écoliers. Pour me donner l'illusion d'être publié, je les recopiais lettre par lettre en caractère d'imprimerie. Oui, j'ai commencé un grand poème philosophique sur la réincarnation et la migration des âmes. Elle fit bien de la tête. Et au lycée, j'ai eu un 0 en maths. Ma mère réfléchit. « Ils ne te comprennent pas », dit-elle. J'étais assez de son avis. L'obstination avec laquelle mes professeurs de sciences me donnaient des 0 me faisait l'effet d'une ignorance crasse de leur part. « Ils le regretteront », dit ma mère. « Ils seront confondus. Ton nom sera un jour gravé en lettres d'or sur les murs du lycée. Je vais aller les voir demain et leur dire « Je ferai mi-maman, je te le défends, tu vas encore me ridiculiser. » Je vais leur lire tes derniers poèmes. J'ai été une grande actrice, je sais dire des vers. Tu seras D'Annunzio, tu seras Victor Hugo, prix Nobel. Maman, je te défends d'aller leur parler. Elle ne m'écoutait pas. Son regard se perdit dans l'espace et un sourire heureux vint à ses lèvres, naïf et confiant à la fois, comme si ses yeux, perçant les brumes de l'avenir, avaient soudain vu son fils, à l'âge d'homme, monter lentement les marches du Panthéon en grande tenue, couvert de gloire, de succès et d'honneur. « Tu auras toutes les femmes à tes pieds », conclut-elle catégoriquement en balayant le ciel de sa cigarette. Le 12h50 de Vintimille passa dans un nuage de fumée. Aux fenêtres, les voyageurs devaient se demander ce que cette dame aux cheveux gris et cet enfant triste qui essuyait encore ses larmes pouvaient bien regarder dans le ciel avec tant d'émotion. Ma mère parut soudain préoccupée. « Il faut trouver un pseudonyme, » dit-elle avec fermeté. « Un grand écrivain français ne peut pas porter un nom russe. Si tu étais un virtuose violoniste, ce serait très bien, mais pour un titan de la littérature française, ça ne va pas. » Le titan de la littérature française approuva cette fois entièrement. Depuis 6 mois, je passais des heures entières, chaque jour, à essayer des pseudonymes. Je les calligraphiais à l'encre rouge dans un cahier spécial. Ce matin même, j'avais fixé mon choix sur Hubert de la Vallée. Mais une demi-heure plus tard, je cédais au charme nostalgique de Romain de Roncevaux. Mon vrai prénom, Romain, me paraissait assez satisfaisant. Malheureusement, il y avait déjà Romain Roland, et je n'étais disposé à partager ma gloire avec personne. Tout cela était bien difficile. L'ennui avec un pseudonyme, c'est qu'il ne peut jamais exprimer tout ce que vous sentez en vous. J'en arrivais presque à conclure qu'un pseudonyme ne suffisait pas comme moyen d'expression littéraire et qu'il fallait encore écrire des livres. Un peu plus loin. La tendresse maternelle dont j'étais entouré eut à cette époque une conséquence inattendue et extrêmement heureuse. Lorsque les affaires allaient bien et que la vente de quelques bijoux de famille permettait à ma mère d'envisager un mois de relative sécurité matérielle, son premier soin était d'aller chez le coiffeur. Elle allait ensuite écouter l'orchestre Tzigane à la terrasse de l'Hôtel Royal et engageait une femme de ménage chargée d'exécuter dans l'appartement divers travaux de propreté. Ma mère a toujours eu horreur de laver le plancher et lorsqu'une fois, en son absence, j'essayais de nettoyer le parquet moi-même et qu'elle me surprit à 4 pattes, un torchon à la main, ses lèvres se mirent à grimacer, les larmes coulèrent sur ses joues, et je dus passer 1 heure à la consoler et à lui expliquer que, dans un pays démocratique, ces petits travaux ménagers étaient considérés comme parfaitement honorables et qu'on pouvait s'y livrer sans déchoir. Mariette était une fille au bas ventre bien ancré, dans un bassin généreux, aux grands yeux malins, aux jambes fermes et solides, et dotée d'un derrière sensationnel que je voyais constamment en classe, au lieu et à la place de la figure de mon professeur de mathématiques. Cette vision fascinante était la très simple raison pour laquelle je fixais la physionomie de mon maître avec une si complète concentration. La bouche ouverte, je ne la quittais pas des yeux pendant toute la durée de son cours, n'écoutant bien entendu pas un mot de ce qu'il disait. Et lorsque le bon maître nous tournait le dos et se mettait à tracer des signes algébriques sur le tableau, je transférais avec effort mon regard halluciné sur celui-ci et je voyais aussitôt l'objet de mes rêves se dessiner sur le fond noir. Le noir a toujours eu sur moi depuis l'effet le plus heureux.
Lorsque le professeur, flatté par mon attention fascinée, me posait parfois une question, je m'ébrouais, je roulais des yeux ahuris, j'adressais au postérieur de Mariette un regard de doux reproche, et seule la voix vexée de M. Valu me forçait enfin à revenir sur terre. « Je ne comprends pas », s'exclamait le maître. « De tous mes élèves, vous paraissez le plus attentif, et on dirait même parfois que vous êtes littéralement suspendu à mes lèvres. Et pourtant, vous êtes dans la lune. » C'était exact. Il m'était cependant impossible d'expliquer à cet excellent homme ce que je voyais au lieu et à la place de sa figure avec une telle perfection. Bref, Mariette prenait dans ma vie une importance grandissante. Cela commençait au réveil et durait plus ou moins toute la journée. Lorsque cette déesse méditerranéenne apparaissait à l'horizon, mon cœur partait au galop à sa rencontre et je demeurais sans bouger sur mon lit, terriblement encombré. Je finis par me rendre compte que Mariette m'observait également avec une certaine curiosité. Elle se tournait parfois vers moi, mettait les mains sur ses hanches, me fixait avec un sourire un peu rêveur, soupirait, hochait la tête et disait « Ça fait rien, vous pouvez dire que votre mère, elle vous aime vraiment. Elle parle que de vous quand vous n'êtes pas là, et toutes ces belles aventures qui vous attendent, et toutes les jolies dames qui vont vous aimer, et patati, et patata, ça finit par me faire de l'effet. » Je me sentis assez contrarié. Ma mère était la dernière chose à laquelle j'étais disposé à penser à ce moment-là. Étendu en travers du lit, dans une position très inconfortable, les genoux pliés, les pieds sur la couverture, la tête contre le mur, je n'osais pas bouger. « Elle me parle de vous comme si vous étiez un prince charmant, quoi. Mon Romain par-ci, mon Romain par-là. Je sais bien que c'est seulement parce que vous êtes son fils, mais à la fin, je me sens toute drôle. » La voix de Mariette avait sur moi un effet extraordinaire. Ce n'était pas une voix comme une autre. D'abord, elle ne paraissait pas venir de la gorge. Je ne sais pas du tout d'où elle venait. Et elle n'allait pas non plus là où vont les voix en général. Elle n'allait pas à mes oreilles, en tout cas. C'était très curieux. C'est même énervant. On se demande ce que vous avez de spécial. Elle attendit un moment, puis soupira et se remit à frotter le parquet. J'étais complètement paralysé, transformé des pieds à la tête en un tronc pétrifié. Nous ne parlâmes plus, ni l'un ni l'autre. Parfois, Mariette tournait la tête dans ma direction, soupirait et se remettait à frotter le parquet. Je regardais cet affreux gaspillage, le cœur déchiré. Je savais bien qu'il fallait faire quelque chose, mais je me sentais littéralement cloué sur place. Mariette finit son travail et s'en alla. Je la vis partir avec la sensation qu'une livre de ma chair venait de s'arracher de mes flancs et de me quitter pour toujours. J'avais l'impression que je venais de rater ma vie. Roland de Chanteclair, Artémis, Coïnor et Hubert de la Roche-Rouge hurlaient à gorge déployée en se fourrant les poings dans les yeux. Mais je ne connaissais pas alors le dicton célèbre « Ce que femme veut, Dieu le veut ». Mariette continua à me jeter des regards bizarres, sa curiosité féminine et aussi quelque obscure jalousie, sans doute, éveillée par le chant de tendresse de ma mère et par les images d'Épinal que celle-ci lui peignait de mon avenir triomphal. Le miracle se produisit enfin. Je me souviens de ce visage malicieux penché sur moi et de cette voix un peu rauque qui me disait ensuite en me caressant la joue, alors que je planais quelque part dans un monde meilleur, entièrement débarrassé de tout poids. « Faut pas lui dire, hein ? J'ai pas pu résister. Je sais bien que c'est amer, mais c'est tout de même beau, un amour comme ça. Ça finit par vous faire envie. Il n'y aura jamais une autre femme pour t'aimer comme elle dans la vie, ça c'est sûr. » C'était sûr. Mais je ne le savais pas. Ce fut seulement aux abords de la quarantaine que je commençai à comprendre. Il n'est pas bon d'être tellement aimé si jeune, si tôt. Ça vous donne de mauvaises habitudes. On croit que c'est arrivé. On croit que ça existe ailleurs, que ça peut se retrouver. On compte là-dessus. On regarde, on espère, on attend. Avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. On est obligé ensuite de manger froid jusqu'à la fin de ses jours. Après cela, chaque fois qu'une femme vous prend dans ses bras et vous serre sur son cœur, ce ne sont plus que des condoléances. On revient toujours gueuler sur la tombe de sa mère, comme un chien abandonné. Jamais plus, jamais plus, jamais plus.
Des bras adorables se referment autour de votre cou et des lèvres très douces vous parlent d'amour. Mais vous êtes au courant. Vous êtes passé à la source très tôt et vous avez tout bu. Lorsque la soif vous reprend, vous avez beau vous jeter de tous côtés, il n'y a plus de puits, il n'y a que des mirages. Vous avez fait, dès la première lueur de l'aube, une étude très serrée de l'amour, et vous avez sur vous de la documentation. Partout où vous allez, vous portez en vous le poison des comparaisons, et vous passez votre temps à attendre ce que vous avez déjà reçu. Je ne dis pas qu'il faille empêcher les mères d'aimer leurs petits. Je dis simplement qu'il vaut mieux que les mères aient encore quelqu'un d'autre à aimer. Si ma mère avait eu un amant, je n'aurais pas passé ma vie à mourir de soif auprès de chaque fontaine. Malheureusement pour moi, je me connais en vrai diamant. Un peu plus loin. Le sinistre agrofe, usurier, boulevard Gambetta, un répugnant factotum d'Odessa, déteint, graisseux, flasque, m'avait dit un jour, s'étant vu refuser les 10% d'intérêt mensuel de la somme qu'il nous avait prêtée pour l'achat d'une participation dans un taxi Renault, « Ta mère fait la grande dame, mais quand je l'ai connue, elle chantait dans les beuglans, dans les cafeconces pour soldats. Son langage vient de là. Je ne me sens pas insulté. Une femme comme ça ne peut pas insulter un honorable commerçant. » N'ayant à cette époque que 14 ans, et ne pouvant guère encore subvenir aux besoins de ma mère, ce qui était mon plus cher désir, je me soulageai en donnant à l'honorable commerçant une très belle paire de claques. La première que j'assénais dans une longue et brillante carrière de distributeur de paires de claques qui devait bientôt me rendre célèbre dans le quartier. À partir de ce jour, en effet, ma mère, éblouie par cet exploit, prit l'habitude de venir se plaindre à moi chaque fois qu'à tort ou à raison, elle se sentait insultée, concluant invariablement sa version, pas toujours exacte, de l'incident, par ce refrain « Il croit que je n'ai personne pour me défendre, qu'on peut m'insulter impunément. Comme il se trompe, va lui donner une paire de gifles. » Je savais que 9 fois sur 10, l'insulte était imaginaire, que ma mère voyait des insultes partout, qu'elle était parfois la première à injurier les gens sans raison, sous l'effet de ses nerfs surmenés. Mais je ne me suis jamais dérobé. J'avais horreur de ces scènes. Ces éclats continuels m'étaient insupportables, odieux. Mais je m'exécutais. Il y avait 14 ans déjà que ma mère vivait et luttait seule, et rien ne l'enchantait plus que de se sentir protégée, de sentir une présence virile à ses côtés. Je prenais donc mon courage à deux mains, j'étouffais ma honte, et j'allais trouver quelques malheureux diamantaires, bouchers, marchands de tabac, antiquaires, qui m'étaient ainsi désignés. L'intéressé voyait alors entrer dans sa boutique un garçon frémissant, qui se plantait devant lui les poings serrés, et lui disait d'une voix tremblante d'indignation, une indignation qui allait avant tout à la manifestation de mauvais goût à laquelle sa piété filiale l'obligeait à se livrer, « Monsieur, vous avez insulté ma mère, tenez !» Là-dessus, je donnais une gifle au malheureux. J'acquis ainsi très tôt une réputation de voyou dans les environs du boulevard Gambetta, et personne n'imaginait quelle horreur j'avais moi-même de ces scènes, combien j'en souffrais et combien elles m'humiliaient. Une ou deux fois, sachant l'accusation de ma mère entièrement injustifiée, je tentai de protester, mais alors la vieille dame s'asseyait devant moi, comme si ses jambes se fussent soudain dérobées sous elle devant une telle ingratitude. Ses yeux s'emplissaient de larmes, et elle restait là, à me regarder avec stupeur, dans une sorte d'abandon total des forces et du courage. Je me levai alors silencieusement et allai me battre. Je n'ai jamais pu supporter la vue d'une créature en proie à ce que je ne peux décrire autrement que comme une sorte d'incompréhension lucide de sa condition. Je n'ai jamais pu tolérer le spectacle d'un être abandonné, homme ou bête. Et dans ses attitudes, ma mère avait le don intolérable d'incarner tout ce qu'il peut y avoir de tragiquement muet dans les deux. Si bien qu'Agroff avait à peine fini de parler qu'il recevait une gifle, ce à quoi il répondit simplement « Voyou, ça ne m'étonne pas de la part du rejeton, d'une saltimbanque et d'un aventurier. » C'est ainsi que je fus brusquement éclairé sur mes intéressantes origines, ce qui ne me fit du reste aucun effet, car je n'attachais nulle importance à ce que je pouvais bien naître ou ne pas être d'une manière provisoire et transitoire, puisque je me savais promis à des sommets vertigineux, d'où j'allais faire pleuvoir sur ma mère mes lauriers en guise de réparation. Car j'ai toujours su que je n'avais pas d'autre mission, que je n'existais, en quelque sorte,
que par procuration, que la force mystérieuse mais juste qui préside au destin des hommes m'avait jeté dans le plateau de la balance pour rétablir l'équilibre d'une vie de sacrifice et d'abnégation. Je croyais à une logique secrète et souriante, dissimulée aux recoins les plus ténébreux de la vie. Je croyais à l'honorabilité du monde. Je ne pouvais voir le visage désemparé de ma mère sans sentir grandir dans ma poitrine une extraordinaire confiance dans mon destin. Aux heures les plus dures de la guerre, j'ai toujours fait face au danger avec un sentiment d'invincibilité. Rien ne pouvait m'arriver puisque j'étais son happy end. Dans ce système de poids et mesures que l'homme cherche désespérément à imposer à l'univers, je me suis toujours vu comme sa victoire. Le moment est peut-être venu aussi de m'expliquer franchement sur un point délicat, au risque de choquer et de décevoir quelques-uns de mes lecteurs et de passer pour un fils dénaturé auprès de certains tenants des écoles psychanalytiques en vogue. Je n'ai jamais eu, pour ma mère, de penchant incestueux. Je sais que ce refus de regarder les choses en face fera immédiatement sourire les avertis et que nul ne peut se porter garant de son subconscient. Je m'empresse aussitôt d'ajouter que même le béotien que je suis s'incline respectueusement devant le complexe d'Édipe, dont la découverte et l'illustration honorent l'Occident et constituent certainement, avec le pétrole du Sahara, une des explorations les plus fécondes des richesses naturelles de notre sous-sol. Je dirais plus, conscient de mes origines quelque peu asiatiques, et pour me montrer digne de la communauté occidentale évoluée qui m'avait si généreusement accueilli, je me suis fréquemment efforcé d'évoquer l'image de ma mère sous un angle libidineux, afin de libérer mon complexe dont je ne me permettais pas de douter, l'exploser en pleine lumière culturelle et d'une manière générale prouver que je n'avais pas froid aux yeux et que lorsqu'il s'agissait de tenir son rang parmi nos éclaireurs spirituels, la civilisation atlantique pouvait compter sur moi jusqu'au bout. Ce fut sans succès. Et pourtant, je compte sûrement, du côté de mes ancêtres tartares, des hommes de sel rapides qui n'ont pas dû trembler, si leur réputation est justifiée, ni devant le viol, ni devant l'inceste, ni devant aucun autre de nos illustres tabous. Là encore, sans vouloir me chercher des excuses, je crois cependant pouvoir m'expliquer. S'il est vrai que je ne suis jamais parvenu à désirer physiquement ma mère, ce ne fut pas tellement en raison de ce lien de sang qui nous unissait, mais plutôt parce qu'elle était une personne déjà âgée, et que chez moi, l'acte sexuel a toujours été lié à une certaine condition de jeunesse et de fraîcheur physique. Mon sang oriental m'a même toujours rendu, je l'avoue, particulièrement sensible à la tendresse de l'âge, et avec le passage des années, ce penchant, je regrette de le dire, n'a fait que s'accentuer en moi, règle presque générale, me dit-on, chez les satrapes de l'Asie. Je ne crois donc pas avoir éprouvé à l'égard de ma mère, que je n'ai jamais connue vraiment jeune, que des sentiments platoniques et affectueux. Pas plus bête qu'un autre, je sais qu'une telle affirmation ne manquera pas d'être interprétée comme il se doit, c'est-à-dire à l'envers, par ces frestillants parasites suceurs de l'âme que sont les trois quarts de nos psychothérapistes actuellement en plongée. Ils m'ont bien expliqué, c'est subtil, que si, par exemple, vous recherchez trop les femmes, c'est que vous êtes en réalité un homosexuel en fuite. Si le contact intime du corps masculin vous repousse, avouerai-je que c'est mon cas, c'est que vous êtes un tout petit peu amateur sur les bords. Et pour aller jusqu'au bout de cette logique de fer, si le contact d'un cadavre vous répugne profondément, c'est que dans votre subconscient, vous êtes atteint de nécrophilie et irrésistiblement attiré, à la fois comme homme et comme femme, par toute cette belle raideur. La psychanalyse prend aujourd'hui, comme toutes nos idées, une forme aberrante, totalitaire. Elle cherche à nous enfermer dans le carcan de ses propres perversions. Elle a occupé le terrain laissé libre par les superstitions, se voile habilement dans un jargon de sémantique qui fabrique ses propres éléments d'analyse et attire la clientèle par des moyens d'intimidation et de chantage psychique, un peu comme ces racketteurs américains qui vous imposent leur protection. Je laisse donc volontiers aux charlatans et aux détraqués qui nous commandent dans tant de domaines le soin d'expliquer mon sentiment pour ma mère par quelque enflure pathologique. Étant donné ce que la liberté, la fraternité et les plus nobles aspirations de l'homme sont devenues entre leurs mains, je ne vois pas pourquoi la simplicité de l'amour filial ne se déformerait pas dans leur cervelle malade à l'image du reste. Je m'accommoderai d'autant mieux de leur diagnostic
que je n'ai jamais contemplé l'inceste sous cette terrible lueur de caveau et de damnation éternelle qu'une fausse morale s'est délibérément appliquée à jeter sur une forme d'exubérance sexuelle qui, pour moi, n'occupe qu'une place extrêmement modeste dans l'échelle monumentale de nos dégradations. Toutes les frénésies de l'inceste me paraissent infiniment plus acceptables que celles d'Hiroshima, de Buchenwald, des pelotons d'exécution, de la terreur et de la torture policière, 1000 fois plus aimables que les leucémies et autres belles conséquences génétiques probables des efforts de nos savants. Personne ne me fera jamais voir dans le comportement sexuel des êtres le critère du bien et du mal. La funeste physionomie d'un certain physicien illustre recommandant au monde civilisé de poursuivre les explosions nucléaires, m'est incomparablement plus odieuse que l'idée d'un fils couchant avec sa mère. À côté des aberrations intellectuelles, scientifiques, idéologiques de notre siècle, toutes celles de la sexualité éveillent dans mon cœur les plus tendres pardons. Une fille qui se fait payer pour ouvrir ses cuisses au peuple me paraît une sœur de charité et une honnête dispensatrice de bon pain lorsqu'on compare sa modeste vénalité à la prostitution des savants prêtant leur cerveau à l'élaboration de l'empoisonnement génétique et de la terreur atomique. À côté de la perversion de l'âme, de l'esprit et de l'idéal à laquelle se livrent ces traîtres à l'espèce, nos élucubrations sexuelles, vénales ou non, incestueuses ou non, prennent sur les 3 humbles sphincters dont dispose notre anatomie toute l'innocence angélique d'un sourire d'enfant. Enfin, pour fermer entièrement le cercle vicieux, je dirais encore que je n'ignore point combien cette façon de minimiser l'inceste peut être aisément interprétée comme une ruse du subconscient cherchant à apprivoiser ce qui à la fois lui fait horreur et l'attire délicieusement. Et ayant ainsi fait mes rondes jambes et mes 3 tours de piste sur l'air de cette chère vieille valse de Vienne, j'en reviens à mon humble amour. Car j'ai à peine besoin de dire que ce qui me fait tenter ici ce récit, c'est bien le caractère commun, fraternel et reconnaissable de ma tendresse. Je n'ai aimé ma mère ni plus ni moins, ni autrement que le commun des mortels. Je crois aussi sincèrement que ma juvénile tentative de jeter le monde à ses pieds fut dans une grande mesure impersonnelle, et quelle que fût, chacun en jugera à son gré, à sa mesure et selon son cœur, la nature complexe ou élémentaire du lien qui nous unissait, une chose du moins m'apparaît clairement aujourd'hui, au moment où je jette un dernier regard sur ce qui fut ma vie. Il s'agissait, dans tout cela pour moi, beaucoup plus d'une volonté farouche d'éclairer triomphalement la destinée de l'homme que du destin d'un seul être aimé. Mon père avait quitté ma mère peu après ma naissance, et chaque fois que je mentionnais son nom, ce que je ne faisais que très rarement, le sujet de conversation était immédiatement changé. Je savais bien cependant, par des bribes de conversation surprises par-ci par-là, qu'il y avait là quelque chose de gênant, d'un peu douloureux même, et j'eus vite fait de comprendre qu'il valait mieux éviter d'en parler. Je savais aussi que l'homme qui m'avait donné son nom avait une femme, des enfants, qu'il voyageait beaucoup, allait en Amérique, et je l'ai rencontré plusieurs fois. Il était d'un aspect doux, avait de grands yeux bons et des mains très soignées. Avec moi, il était toujours un peu embarrassé et très gentil, et lorsqu'il me regardait ainsi, tristement, avec, me semblait-il, un peu de reproche, je baissais toujours le regard, et j'avais, je ne sais pourquoi, l'impression de lui avoir joué un vilain tour. Il n'est vraiment entré dans ma vie qu'après sa mort, et d'une façon que je n'oublierai jamais. Je savais bien qu'il était mort pendant la guerre dans une chambre à gaz, exécuté comme juif, avec sa femme et ses 2 enfants, alors âgés, je crois, de 15 et 16 ans. Mais ce fut seulement en 1956 que j'appris un détail particulièrement révoltant sur sa fin tragique. Venant de Bolivie, où j'étais chargé d'affaires, je m'étais rendu à cette époque à Paris afin de recevoir le prix Goncourt pour un roman que je venais de publier, Les Racines du ciel. Parmi les lettres qui m'étaient parvenues à cette occasion, il y en avait une qui me donnait des détails sur la mort de celui que j'avais si peu connu. Il n'était pas du tout mort dans la chambre à gaz, comme on me l'avait dit. Il était mort de peur, sur le chemin du supplice, à quelques pas de l'entrée. La personne qui m'écrivait la lettre avait été le préposé à la porte, le réceptionniste,
Je ne sais comment lui donner un nom, ni quel est le titre officiel qu'il assumait. Dans sa lettre, sans doute pour me faire plaisir, il m'écrivait que mon père n'était pas arrivé jusqu'à la chambre à gaz et qu'il était tombé raide mort de peur avant d'entrer. Je suis resté longuement, la lettre à la main. Je suis ensuite sorti dans l'escalier de la NRF, je me suis appuyé à la rampe et je suis resté là, je ne sais combien de temps, avec mes vêtements coupés à Londres, mon titre de chargé d'affaires de France, ma croix de la Libération, ma rosette de la Légion d'honneur et mon prix Goncourt. J'ai eu de la chance, Albert Camus est passé à ce moment-là, et voyant bien que j'étais indisposé, il m'a emmené dans son bureau. L'homme qui est mort ainsi était pour moi un étranger, mais ce jour-là, il devint mon père à jamais. Notre vie prenait tournure. Je me souviens même qu'un certain mois d'août, ma mère partit se reposer 3 jours à la montagne. Je l'accompagnai à l'autocar, un bouquet à la main. Les adieux furent déchirants. C'était la première fois que nous nous séparions, et ma mère pleurait, pressentant nos séparations futures. Le chauffeur de l'autocar, après avoir observé longuement la scène des adieux, finit par me demander, avec cet accent niçois qui va si bien avec l'émotion, « C'est pour longtemps ?»« Pour 3 jours, répondis-je. Il parut très impressionné, et nous contempla, ma mère et moi, avec estime. Puis il dit « Eh bien, on peut dire que vous avez du sentiment !» Ma mère revint de ses vacances débordant de projets et d'énergie. Les affaires reprenaient à Nice, et cette fois, c'est en compagnie d'un authentique grand-duc russe qu'elle allait présenter ses bijoux de famille aux honorables étrangers. Le grand-duc était un débutant dans le métier, et ma mère perdait beaucoup de temps à lui remonter le moral. Nice comptait alors encore près de 10 000 familles russes, un noble assortiment de généraux, de cosaques, d'atamans ukrainiens, de colonels de la garde impériale, princes, comtes, barons baltes et ci-devant de tout poil. Ils réussissaient à recréer au bord de la Méditerranée une atmosphère à la Dostoïevski, le génie en moins. Pendant la guerre, ils se scindèrent en 2. Une partie fut favorable aux Allemands et servit dans la Gestapo, l'autre prenant une part active à la résistance. Les premiers furent liquidés à la Libération. Les autres s'assimilèrent complètement et disparurent à tout jamais dans la masse fraternelle des 4 chevaux Renault, des congés payés, des cafés crème et de l'abstention aux élections. Ma mère traitait le grand-duc et sa petite barbiche blanche avec une condescendance ironique, mais elle était secrètement flattée par cette association et ne manquait jamais de lui donner en russe du « prince sérénissime », tout en lui tendant la valise à porter. Le prince sérénissime, devant les acheteurs éventuels, devenait si gêné, si malheureux, et se taisait d'un air si coupable, lorsque ma mère leur décrivait longuement son degré exact de parenté avec le tsar, le nombre de palais qu'il avait en Russie et les liens étroits qui l'unissaient à la cour d'Angleterre, que les clients avaient tous le sentiment de faire une belle affaire et d'exploiter un être sans défense, et ils concluaient presque toujours le marché. C'était pour ma mère un excellent élément, et elle en prenait grand soin. Il souffrait d'une maladie de cœur, et ma mère, avant chaque expédition, lui donnait 20 gouttes de son médicament dans un verre d'eau. On pouvait les voir, tous les deux, à la terrasse du café de la Buffa, faisant des projets d'avenir, ma mère exposant ses idées sur mon rôle d'ambassadeur de France, et le prince sérénissime, le genre de vie qu'il entendait mener après la chute du régime communiste et le retour des Romanov sur le trône de Russie. « J'entends vivre tranquillement sur mes terres, loin de la cour et des affaires publiques, » disait le grand-duc. « Mon fils se destine à la carrière, » disait ma mère, en buvant son thé. Je ne sais ce qu'est devenu son Altesse Sérénissime. Il y a bien un grand-duc russe enterré au cimetière de Roquebrune-Village, non loin de ma propriété, mais j'ignore si c'est le même. Je crois du reste que, sans sa barbiche blanche, je ne le reconnaîtrais pas. Ce fut à cette époque que ma mère fit sa meilleure affaire, la vente d'un immeuble de 7 étages dans l'ancien boulevard Carlone, aujourd'hui boulevard Grosso. Il y avait déjà plusieurs mois qu'elle parcourait inlassablement la ville à la recherche d'un acheteur, sachant bien qu'il y avait là un tournant décisif et que si la vente était conclue, ma première année d'études à l'université d'Aix-en-Provence allait être assurée. Ce fut tout à fait par hasard que l'acheteur se présenta. Un jour, une Rolls-Royce s'arrêta devant notre maison. Le chauffeur ouvrit la portière, un petit monsieur rond en descendit, suivant une belle jeune dame, 2 fois sa taille et moitié son âge.
Il s'agissait d'une ancienne cliente du salon de couture de ma mère à Villeneuve et de son mari, récemment acquis, un homme très riche et qui le devenait chaque jour davantage. Il venait, nous le découvrîmes, directement du ciel. Non seulement le petit monsieur Jebawinka acheta l'immeuble, mais encore, frappé comme tant d'autres avant lui par l'esprit d'entreprise et l'énergie de ma mère, il lui en confia la gérance, acceptant séance tenante la suggestion de transformer une partie de l'immeuble en hôtel-restaurant. Ce fut ainsi que l'hôtel-pension Mermont, mer comme mer et mont comme montagne, sa façade repeinte et ses assises assurées, ouvrit ses portes à la grande clientèle internationale dans une atmosphère de tranquillité, de confort et de bon goût. Je cite le premier prospectus textuellement. J'en suis l'auteur. Ma mère ignorait tout de l'hôtellerie, mais elle fut immédiatement à la hauteur des circonstances. J'ai passé depuis ma vie dans les hôtels du monde entier, et à la lumière de cette expérience, je puis dire qu'avec des moyens matériels très limités, ma mère avait réalisé un véritable tour de force. 36 chambres, 2 étages d'appartements et un restaurant, avec 2 femmes de chambre, un garçon, un chef et un plongeur. L'affaire marcha tambour battant dès le début. Quant à moi, je fus proposé aux fonctions de réceptionniste, de guide en autocar, de maître d'hôtel et, en général, chargé de faire bonne impression aux clients. J'avais déjà 16 ans, mais c'était la première fois que je me trouvais exposé à des contacts humains à dose si massive. Notre clientèle venait de tous les côtés du monde avec une forte prédominance d'anglais. Ils débarquaient en général par groupes, envoyés par des agences, et dilués ainsi dans la démocratie du nombre, fondaient de gratitude à la moindre marque d'attention. C'était alors les débuts du petit tourisme, qui devait devenir la règle générale peu avant la guerre et depuis. À quelques exceptions près, c'était une clientèle douce, soumise, peu sûre d'elle-même et facile à satisfaire. Les femmes prédominaient. Ma mère se leva à 6 heures du matin, fumait 3 ou 4 cigarettes, buvait une tasse de thé, s'habillait, prenait sa canne et se rendait au marché de la Bouffa, où elle régnait incontestablement. Le marché de la Bouffa, plus petit que celui de la vieille ville, où allaient s'approvisionner les grands palaces, desservait principalement les pensions de la région du boulevard Gambetta. C'était un lieu d'accent, d'odeur et de couleurs, où de nobles imprécations s'élevaient au-dessus des escalopes, côtelettes, poireaux et yeux de poissons morts, parmi lesquels, par quelques miracles méditerranéens, d'énormes bottes d'œillets et de mimosas trouvaient toujours moyen de surgir inopinément. Ma mère tâtait une escalope, méditait sur l'âme d'un melon, rejetait avec mépris une pièce de bœuf dont le flop mou sur le marbre prenait un accent d'humiliation, pointait sa canne vers des salades que le maraîcher protégeait immédiatement de son corps avec un « je vous dis de ne pas toucher à la marchandise » désespéré, reniflait un brie, plongeait le doigt dans la crème d'un camembert et le goûtait. Elle avait, lorsqu'elle portait à son nez un fromage, un filet, un poisson, un art du suspense qui rendait les marchands blêmes d'exaspération. Et lorsque, repoussant d'un geste définitif l'article, elle s'éloignait enfin, la tête haute, leurs interpellations, insultes, invectives et cris indignés reformaient autour de nous le plus vieux cœur de la Méditerranée. On était en pleine cour de justice orientale, où ma mère, d'un geste de son sceptre, pardonnait soudain aux gigots, aux salades, aux petits pois, leur qualité douteuse et leur prix exorbitant, et les faisait passer ainsi de l'état de ville marchandise à celui de cuisine française de premier ordre, selon les termes du prospectus déjà cité. Pendant plusieurs mois, elle s'arrêta chaque matin à l'étalage de M. Renucci pour tâter longuement les jambons sans jamais en acheter, dans un pur esprit de provocation, à la suite de quelque obscure querelle, quelque compte personnel à régler, et uniquement pour rappeler aux marchands quelle cliente de marque il avait perdue. Dès que le charcutier voyait ma mère s'approcher de l'étalage, sa voix montait comme une sirène d'alarme. Il se précipitait, se penchait, la panse sur le comptoir, brandissait le poing, faisait mine de défendre sa marchandise de son corps, sommant ma mère de passer son chemin. Et pendant que la cruelle plongeait dans le jambon un nez impitoyable, avec une grimace d'abord d'incrédulité et ensuite d'horreur, indiquant par toute une mimique variée qu'une odeur abominable venait de frapper ses narines, Renucci, les yeux levés au ciel, les mains jointes, implorait la Madone de le retenir, de l'empêcher de tuer, et déjà ma mère, repoussant enfin le jambon avec dédain, un sourire de défi aux lèvres, allait continuer son règne ailleurs, parmi les rires, les Santa Madonna et les jurons. Je crois qu'elle avait vécu là quelques-uns de ses meilleurs moments. Chaque fois que je reviens à Nice, je me rends au marché de la Bouffa. J'erre longuement parmi les poireaux, les asperges, les melons, les pièces de bœuf, les fruits, les fleurs et les poissons. Les bruits, les voix
Les gestes, les odeurs et les parfums n'ont pas changé. Et il ne manque que peu de choses, presque rien, pour que l'illusion soit complète. Je reste là pendant des heures, et les carottes, les chicorées et les endives font ce qu'elles peuvent pour moi. Ma mère rentrait toujours à la maison les bras chargés de fleurs et de fruits. Elle croyait profondément à l'effet bienfaisant des fruits sur l'organisme et veillait à ce que j'en mangeasse au moins 1 kilo par jour. Je souffre de colite chronique depuis. Elle descendait ensuite aux cuisines, arrêtait le menu, recevait les fournisseurs, surveillait le service du petit déjeuner aux étages, écoutait les clients, faisait préparer les pique-niques des excursionnistes, inspectait la cave, faisait les comptes, veillait à tous les détails de l'affaire. Un jour, après avoir grimpé une vingtaine de fois le maudit escalier qui menait du restaurant aux cuisines, elle s'assit brusquement sur une chaise, son visage et ses lèvres devinrent gris. Elle pencha un peu la tête de côté, ferma les yeux et mit la main sur sa poitrine. Tout son corps se mit à trembler. Nous eûmes la chance que le diagnostic du médecin fût rapide et sûr. Il s'agissait d'une crise de coma hypoglycémique due à une trop forte piqûre d'insuline. C'est ainsi que j'appris ce qu'elle me cachait depuis 2 ans. Ma mère était diabétique et chaque matin se faisait une piqûre d'insuline avant de commencer sa journée. Une peur abjecte me saisit. Le souvenir du visage gris, de la tête légèrement penchée, des yeux fermés, de cette main douloureusement posée sur la poitrine, ne me quitta plus jamais. L'idée qu'elle pût mourir avant que j'eusse accompli tout ce qu'elle attendait de moi, qu'elle pût quitter la terre avant d'avoir connu la justice, cette projection dans le ciel du système des poids et mesures humains, me paraissait un défi au bon sens, aux bonnes mœurs, aux lois, une sorte d'attitude de gangster métaphysique, quelque chose qui vous permettait d'appeler la police, d'invoquer la morale, le droit et l'autorité. Je sentis qu'il fallait me dépêcher, qu'il me fallait en toute hâte écrire le chef-d'œuvre immortel, lequel, en faisant de moi le plus jeune Tolstoï de tous les temps, me permettrait d'apporter immédiatement à ma mère la récompense de ses peines et le couronnement de sa vie. Je m'attelai d'arrache-pied à la besogne. Avec l'accord de ma mère, j'abandonnai provisoirement le lycée et, m'enfermant une fois de plus dans ma chambre, me ruai à l'assaut. Je plaçai devant moi 3000 feuilles de papier blanc, ce qui était, d'après mes calculs, l'équivalent de Guerre et Paix. Et ma mère m'offrit une robe de chambre très ample, modelée sur celle qui avait déjà fait la réputation de Balzac. 5 fois par jour, elle entr'ouvrait la porte, déposait sur la table un plateau de victuailles et ressortait sur la pointe des pieds. J'écrivais alors sous le pseudonyme de François Mermont. Cependant, comme mes œuvres m'étaient régulièrement renvoyées par les éditeurs, nous décidâmes que le pseudonyme était mauvais, et j'écrivis le volume suivant sous le nom de Lucien Brulard. Ce pseudonyme ne me paraissait pas non plus satisfaire les éditeurs. Je me souviens qu'un de ces superbes, qui sévissaient alors à la NRF, à un moment où je crevais de faim à Paris, me retourna un manuscrit avec ces mots « Prenez une maîtresse et revenez dans 10 ans ». Lorsque je revins, en effet, 10 ans plus tard, en 1945, il n'était malheureusement plus là, on l'avait déjà fusillé. Le monde s'était rétréci pour moi jusqu'à devenir une feuille de papier contre laquelle je me jetais de tout le lyrisme exaspéré de l'adolescence. Et cependant, en dépit de ces naïvetés, ce fut à cette époque que je m'éveillai entièrement à la gravité de l'enjeu et à sa nature profonde. Je fus étreint par un besoin de justice pour l'homme tout entier, quelles que fussent ces incarnations méprisables ou criminelles, qui me jeta enfin et pour la première fois au pied de mon œuvre future. Et s'il est vrai que cette inspiration avait, dans ma tendresse de fils, sa racine douloureuse, tout mon être fut enserré peu à peu dans ses prolongements, jusqu'à ce que la création littéraire devint pour moi ce qu'elle est toujours, à ces grands moments d'authenticité, une feinte pour tenter d'échapper à l'intolérable, une façon de rendre l'âme pour demeurer vivant. Je m'inscrivis à la faculté de droit d'Aix-en-Provence et quittai Nice en octobre 1933. De Nice à Aix, il y a 5 heures d'autocar, et les adieux furent déchirants. Je fis de mon mieux pour me composer, sous l'œil des passagers, une attitude virile et légèrement ironique, cependant que ma mère, soudain voûtée et comme réduite de moitié, demeurait là, les yeux rivés à mon visage, la bouche ouverte dans une expression de douloureuse incompréhension.
Lorsque l'autocar s'ébranla, elle fit quelques pas sur le trottoir, puis s'arrêta et se mit à pleurer. Je revois encore le petit bouquet de violettes que je lui avais donné et qu'elle tenait à la main. Je me transformai donc en statue, aidé, il faut l'avouer, dans mes efforts, par la présence dans l'autocar d'une jolie fille qui me regardait. Il me faut toujours un public pour donner le meilleur de moi-même. Je fis sa connaissance pendant le voyage. C'était une charcutière d'Aix. Elle m'avoua qu'elle avait failli pleurer elle-même pendant notre scène d'adieu, et j'entendis une fois de plus le refrain que je commençais à connaître si bien. « Vous pouvez dire que votre mère, elle vous aime vraiment. » Ceci avec un soupir, un regard rêveur et une pointe de curiosité. Je fus incorporé à Salon de Provence le 4 novembre 1938. J'avais pris place dans le train des conscrits et une foule de parents et amis accompagnaient les jeunes gens à la gare. Mais seule ma mère était armée d'un drapeau tricolore qu'elle ne cessait d'agiter, en criant parfois « Vive la France !», ce qui me valait des regards hostiles ou goguenards. La classe qui était ainsi incorporée brillait par son manque d'enthousiasme et une profonde conviction que les événements de 40 devaient justifier pleinement qu'on la forçait à prendre part à un jeu de cons. Je me souviens d'une jeune recrue, laquelle, irritée par les manifestations patriotardes et cocardières de ma mère, si contraires aux bonnes traditions antimilitaristes en vigueur, avait grommelé « Ça se voit qu'elle n'est pas française, celle-là !» Comme j'étais déjà moi-même excédé et exaspéré par l'exubérance sans retenue de la vieille dame au drapeau tricolore, je fus très heureux de pouvoir prendre prétexte de cette remarque pour me soulager, en portant à mon vis-à-vis un très joli coup de tête dans le nez. La bagarre devint aussitôt générale, les cris de fascistes, traîtres, abalarnés, fusant de toutes parts, cependant que le train s'ébranlait, que le drapeau s'agitait désespérément sur le perron, et que j'avais à peine le temps de paraître à la portière et de faire un signe de la main avant de me replonger résolument dans la mêlée providentielle qui me permettait d'échapper au moment des adieux. Les jeunes gens titulaires de la préparation militaire supérieure devaient être dirigés sur l'école de l'air d'Avrode dès leur incorporation. Le 4 avril 1940, à quelques semaines donc à peine de l'offensive allemande, alors que je fumais paisiblement un cigare sur le terrain, un planton me tendit un télégramme. « Mère gravement malade, venez immédiatement. » Je restai là, le cigare idiot aux lèvres, avec ma veste de cuir, ma casquette sur l'œil, mon air dur, mes mains dans les poches, cependant que la terre entière devenait soudain un lieu inhabité. C'est de cela que je me souviens surtout aujourd'hui, une sensation d'étrangeté, comme si les lieux les plus familiers, le sol, les maisons et toutes les certitudes fussent devenus autour de moi une planète inconnue où je n'avais jamais mis les pieds auparavant. Tout mon système de poids et mesure s'écroulait d'un seul coup. J'avais beau me dire que les belles histoires d'amour finissent toujours mal, j'avais cru malgré tout que la mienne finirait mal aussi, mais après justice rendue. Que ma mère pût mourir avant que j'eusse le temps de me jeter dans le plateau de la balance pour la redresser, pour rétablir l'équilibre et démontrer ainsi clairement, irréfutablement, l'honorabilité du monde, témoigner de l'existence au cœur des choses d'un dessein honnête et secret, me paraissait une négation de la plus humble, de la plus élémentaire dignité humaine, comme une interdiction de respirer. Je n'ai pas besoin d'insister auprès de mes lecteurs sur l'extrême jeunesse dont une telle attitude témoignait. Je suis aujourd'hui un homme expérimenté. Je n'ai pas besoin d'en dire plus, on a compris. J'arrivai à Nice au petit matin et me précipitai au Mermont. Je montai au 7e et frappai à la porte. Ma mère occupait la plus petite chambre de l'hôtel. Elle avait des intérêts du patron à cœur. J'entrai. La chambre minuscule, triangulaire, avait un air bien fait et inhabité qui me terrifia complètement. Je me précipitai en bas, réveillai la concierge et appris que ma mère avait été transportée à la clinique Saint-Antoine. Je sautai dans un taxi. Les infirmières me dirent plus tard qu'en me voyant entrer, elles avaient cru à une attaque à main armée. La tête de ma mère était enfoncée dans l'oreiller. Son visage était creusé, inquiet et désemparé. Je l'embrassai et je m'assis sur le lit. J'avais toujours mon cuir sur le dos et ma casquette sur l'œil. J'avais besoin de cette carapace. Il m'arriva pendant cette permission de garder un mégot de cigare serré pendant plusieurs heures entre mes lèvres. J'avais besoin de me ramasser autour de quelque chose. Sur la table de chevet, bien en évidence dans son écrin violet,
il y avait la médaille d'argent gravée à mon nom que j'avais gagnée au championnat de ping-pong en 1932. Nous restâmes là 1 heure, 2 heures, sans nous parler. Puis, elle me demanda d'aller tirer les rideaux. Je tirai les rideaux. J'hésitai un moment, et puis je levai les yeux au ciel pour lui éviter d'avoir à me le demander. Je demeurai ainsi un bon coup, les yeux levés à la lumière. C'était à peu près tout ce que je pouvais faire pour elle. On resta là, tous les trois, en silence. Je n'avais même pas besoin de me tourner vers elle pour savoir qu'elle pleurait. Et je n'étais même pas sûr que c'était de moi qu'il s'agissait. Puis j'allai m'asseoir sur le fauteuil en face du lit. J'ai vécu dans ce fauteuil 48 heures. Ma permission expirait. Je passai encore une nuit dans le fauteuil à la clinique Saint-Antoine, et le matin, les rideaux à peine tirés, je m'approchai de maman pour lui dire adieu. Je ne sais trop comment m'y prendre pour décrire cette séparation. Il n'y a pas de mots. Mais je fis front bravement. Je me souvenais très bien de ce qu'elle m'avait appris sur la façon de se conduire avec les femmes. Il y avait 26 ans que ma mère vivait sans homme, et en partant, peut-être pour toujours, je tenais beaucoup plus à lui laisser l'image d'un homme que celle d'un fils. Alors, au revoir. Je l'embrassai sur une joue en souriant. Ce que m'a coûté ce sourire, elle seule pouvait le savoir, qui souriait aussi. Ne t'inquiète pas pour moi, surtout. Je suis un vieux cheval, j'ai tenu jusque-là, je tiendrai encore un peu. Enlève ta casquette. Je l'enlevai. Elle fit de sa main sur mon front le signe de la croix. Je te bénis. Ma mère était juive, mais ça n'avait pas d'importance, il fallait bien s'exprimer. Dans quel langage c'était dit importait peu. J'allai à la porte. Nous nous regardâmes encore une fois en souriant. Je me sentais tout à fait calme à présent. Quelque chose de son courage était passé en moi et y est resté pour toujours. Aujourd'hui encore, sa volonté et son courage continuent à m'habiter et me rendent la vie bien difficile, me défendant de désespérer. Ces premières lettres m'étaient parvenues peu après mon arrivée en Angleterre. Elles étaient acheminées clandestinement par la Suisse, d'où une amie de ma mère me les réexpédiait régulièrement. Aucune n'était datée. Jusqu'à mon retour à Nice, 3 ans et 6 mois plus tard, jusqu'à la veille de mon retour à la maison, ces lettres sans date, hors du temps, devaient me suivre partout fidèlement. Pendant 3 ans et demi, j'ai été soutenu ainsi par un souffle et une volonté plus grands que la mienne. Et ce cordon ombilical communiquait à mon sang la vaillance d'un cœur trempé mieux que celui qui m'animait. Il y avait une sorte de crescendo lyrique dans ces billets, et ma mère paraissait tenir pour acquis que j'accomplissais des prodiges d'adresse dans ma démonstration d'invincibilité humaine, plus fort que Rastelli le jongleur, plus superbe que Tilden le tennisman, et plus valeureux que Guynemer. En vérité, mes exploits ne s'étaient pas encore matérialisés, mais je faisais de mon mieux pour me maintenir en forme. Je faisais tous les jours une demi-heure de culture physique, une demi-heure de course à pied et un quart d'heure de poids et haltères. Je continuais à jongler avec 6 balles et je ne désespérais pas de saisir la 7e. Je continuais aussi à travailler à mon roman « Éducation européenne » et les 4 nouvelles qui devaient être incorporées dans le corps du récit étaient déjà terminées. Je croyais fermement qu'on pouvait, en littérature comme dans la vie, plier le monde à son inspiration et le restituer à sa vocation véritable, qui est celle d'un ouvrage bien fait et bien pensé. Je croyais à la beauté, et donc à la justice. Le talent de ma mère me poussait à vouloir lui offrir le chef-d'œuvre d'art et de vie auquel elle avait tant rêvé pour moi, auquel elle avait si passionnément cru et travaillé. Que ce juste accomplissement lui fût refusé me paraissait impossible, parce qu'il me semblait exclu que la vie pût manquer à ce point d'art. Sa naïveté et son imagination, cette croyance au merveilleux qui lui faisait voir dans un enfant perdu dans une province de la Pologne orientale un futur grand écrivain français et un ambassadeur de France, continuaient à vivre en moi avec toute la force des belles histoires bien racontées. Ma mère faisait dans ses lettres la description de mes prouesses, que je lisais, je l'avoue, avec un certain plaisir. « Mon fils glorieux et bien-aimé », m'écrivait-elle.
Nous lisons avec admiration et gratitude les récits de tes exploits héroïques dans les journaux. Dans le ciel de Cologne, de Bremen, d'Hambourg, tes ailes déployées jettent la terreur dans le cœur des ennemis. Je la connaissais bien et je comprenais fort bien ce qu'elle voulait dire. Pour elle, chaque fois qu'un avion de la RAF bombardait un objectif, j'étais à bord. Dans chaque bombe, elle reconnaissait ma voix. J'étais présent sur tous les fronts et je faisais frémir l'adversaire. J'étais à la fois dans la chasse et dans le bombardement. Et chaque fois qu'un avion allemand était abattu par l'aviation anglaise, elle m'attribuait tout naturellement cette victoire. Les allées du marché de la Bouffa devaient retentir de l'écho de mes prouesses. Elle me connaissait, après tout. Elle savait bien que c'était moi qui avais gagné le championnat de Nice de ping-pong en 1932. Mon fils adoré, tout Nice est fier de toi. Je suis allé voir tes professeurs du lycée et je les ai mis au courant. La radio de Londres nous parle du feu et des flammes que tu jettes sur l'Allemagne. Mais ils font bien de ne pas citer ton nom. Cela pourrait me causer des ennuis. Dans l'esprit de la vieille femme de l'hôtel-pension Mermont, mon nom était dans chaque communiqué du front, dans chaque cri de rage d'Hitler. Assise dans sa petite chambre, elle écoutait la BBC qui ne lui parlait que de moi, et je voyais presque son sourire émerveillé. Elle n'était pas du tout étonnée. C'était tout à fait ce qu'elle attendait de moi. Elle l'avait toujours su. Elle l'avait toujours dit. Elle avait toujours su qui j'étais. Je suis maintenant tout près du mot de la fin, et au fur et à mesure que j'approche du dénouement, la tentation se fait grande de jeter mon carnet et de laisser aller ma tête sur le sable. Les mots de la fin sont toujours les mêmes, et on voudrait au moins avoir le droit de dérober sa voix au cœur des vaincus. Mais je n'ai plus que quelques mots à dire, et il faut bien faire son métier jusqu'au bout. Paris allait être libéré, et je m'arrangeais avec le BCRA pour me faire parachuter dans les Alpes-Maritimes pour une mission de liaison avec la résistance. J'avais une peur terrible de ne pas arriver à temps. À l'hôtel-pension Mermont, où je fis arrêter la Jeep, il n'y avait personne pour m'accueillir. On y avait vaguement entendu parler de ma mère, mais on ne la connaissait pas. Mes amis étaient dispersés. Il me fallut plusieurs heures pour connaître la vérité. Ma mère était morte 3 ans et demi auparavant, quelques mois après mon départ pour l'Angleterre. Mais elle savait bien que je ne pouvais pas tenir debout sans me sentir soutenu par elle. Et elle avait pris ses précautions. Au cours des derniers jours qui avaient précédé sa mort, elle avait écrit près de 250 lettres qu'elle avait fait parvenir à son ami en Suisse. Je ne devais pas savoir, les lettres devaient m'être expédiées régulièrement. C'était cela sans doute qu'elle combinait avec amour, lorsque j'avais saisi cette expression de ruse dans son regard à la clinique Saint-Antoine, où j'étais venu la voir pour la dernière fois. Je continuais donc à recevoir de ma mère la force et le courage qu'il me fallait pour persévérer, alors qu'elle était morte depuis plus de 3 ans. Le cordon ombilical avait continué à fonctionner.